Ce n'est pas juste une histoire sur la vengeance. C'est sur ce qui arrive quand la décision en une fraction de seconde d'un agent de porte alimenté par des préjugés entre en collision avec un homme qui refuse d'être une victime. S'éclaircit la gorge. Un homme qui, après avoir été publiquement humilié et s'être vu refuser son vol, a fait un seul appel téléphonique qui a tout changé. Au moment où la compagnie aérienne qui l'avait rejeté a finalement atterri à San Francisco, ses passagers étaient stupéfaits de voir l'homme qu'ils avaient laissé derrière déjà dans une salle de conférence, concluant le plus grand accord de sa vie. C'est la vraie histoire de comment un homme a transformé son pire jour de voyage en son plus grand triomphe et comment le karma toujours rattrape. L'air dans le Terminal 4 de l'aéroport international. John F. Kennedy était épais de la symphonie habituelle de KO, le roulement frénétique des roues de valise, les annonces lointaines brouillées des derniers appels et le faible bourdonnement d'un millier de conversations fusionnant en une seule. Pour le docteur David Sterling, c'était juste un bruit de fond. Il se déplaçait à travers la foule avec l'efficacité exercée d'un homme qui a passé un tiers de sa vie en transit. À 42 ans, David était le fondateur et PDG d'Aura Genin Innovations, une firme de biotechnologie au bord de la révolution de la thérapie génique. Il était grand, impeccablement habillé dans un costume Tom Ford sur mesure, mais son comportement était calme et modeste. Aujourd'hui, il volait de New York à San Francisco pour la réunion la plus importante de sa carrière. Son vol était Global Airways 715, partant à 9 ou AM. L'embarquement était prévu pour commencer dans 20 minutes. Il tenait fermement une maillette en cuir dans une main et un café tiède dans l'autre. Dans cette maillette se trouvaient les données et les projections pour un partenariat avec Omnicorp, un accord qui assurerait l'avenir d'Orion pour la prochaine décennie et accélérerait la mise sur le marché de leur traitement salvateur. Il était concentré, passant mentalement en revue sa présentation, quand un homme fonçant dans la direction opposée, les yeux rivés sur son téléphone, l'a percuté. Le café chaud et marron a explosé sur le devant de la chemise blanche impeccable de David. « Hey, fais attention !» grogna l'homme, s'arrêtant à peine avant de se précipiter. David soupira, le liquide chaud s'infiltrant à travers le tissu. Il n'y avait pas de temps pour se fâcher. Il attrapa une poignée de serviettes d'un kiosque voisin et commença à tamponner la tache, une vilaine tache proéminente sur sa poitrine. C'était peu professionnel, mais ça devrait faire l'affaire. Il vérifia sa montre. L'embarquement commencerait d'une minute à l'autre. Il se dirigea vers la porte B23, la faible odeur amère de café, maintenant sa colonne indésirable. La zone d'embarquement était un maelstrom de voyageurs anxieux. Au pupitre se tenaient 2 agents de porte. L'un était un jeune homme nerveusement, s'éclaircit la gorge, tapant sur un ordinateur. L'autre était une femme d'une 50aine d'années, avec une coupe de cheveux sévère et un badge nominatif qui disait Brenda. Elle commandait son petit domaine avec l'autorité lasse de quelqu'un qui avait tout vu et n'était impressionné par rien de tout cela. Ses yeux vifs et critiques scannaient de la foule qui s'assemblait. David prit sa place dans la file d'embarquement prioritaire, son billet de première classe, un petit confort. Il pouvait sentir le regard de Brenda balayer sur lui, s'attardant un moment plus longtemps que nécessaire. Il vit ses yeux se poser sur la tache de café et ses lèvres se serrer en une ligne fine et désapprobatrice. Il l'ignora, se concentrant plutôt sur son téléphone, affichant le dernier email de son directeur financier. Nous sommes maintenant prêts à commencer l'embarquement de vol Global Airways 7BFT vers San Francisco. Brenda énonça sa voix, minuscule et dénuée de chaleur. Elle appela les passagers à mobilité réduite et les familles avec de jeunes enfants, un ton suggérant qu'ils étaient un inconvénient personnel. Puis elle appela la première classe. David s'avança, présentant son téléphone avec la carte d'embarquement affichée. Brenda la scanna, mais ses yeux n'étaient pas sur l'écran. Ils étaient sur lui. « Monsieur, dit-elle, sa voix basse et accusatrice, avez-vous bu ce matin? » David cligna des yeux, pris de court. « Je suis désolé. J'ai demandé si vous aviez bu, » répéta-t-elle plus fort cette fois,
faisant que quelques personnes derrière lui s'agitèrent et étendirent le cou. Je peux le sentir d'ici. David fut stupéfait dans un bref silence. Il sentait le café, le résultat d'un étranger maladroit. Non, je n'ai pas. Un homme vient de renverser son café sur moi. Il fit un geste vers la grande tache marron. Brenda renifla théâtralement son nez, se ridant de dégoût. Ça sent le café irlandais, pour moi, fort. Un murmure parcourut la file. David sentit une bouffée de colère et d'embarras monter à son cou. Il était PDG, un scientifique avec un doctorat de Stanford, sur le point de conclure un accord d'1 milliard de dollars. Et il était accusé d'être ivre à 8h45 du matin. Il garda sa voix égale, refusant de lui donner la réaction qu'elle semblait provoquer. « Maman, je peux vous assurer que c'est juste du café. Je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Je suis en route pour une réunion d'affaires très importante. » « Tout le monde a une réunion importante, » répliqua Brenda, sa voix dégoulinante de cynisme. Elle tapa quelques touches sur son terminal. Un son final définitif. Je ne suis pas à l'aise avec votre embarquement à bord de cet avion dans votre état actuel. Vous semblez agité et vous sentez l'alcool. C'est un risque de sécurité. David la regarda stupéfait. Cela devait être une blague, un grotesque malentendu. Mon état actuel. Je suis parfaitement calme. C'est vous qui faites des accusations sans fondement. Il regarda au-delà d'elle vers le jeune agent qui évitait studieusement le contact visuel, faisant semblant d'être absorbé par son propre écran. « Monsieur, vous faites une scène, dit Brenda, sa voix montant en volume. » Maintenant, tout le monde regardait. Un homme dans la file d'embarquement principale sortit son téléphone et commença à enregistrer discrètement. David le vit du coin de l'œil. « C'est vous qui créez cette scène, » répondit David. Sa voix toujours mesurée, mais maintenant empreinte d'acier. « Je suis un passager payant en première classe. Scannez mon billet et laissez-moi monter dans l'avion. » « Je ne le ferai pas, » dit-elle, croisant les bras. « L'embarquement vous est refusé. Veuillez sortir de la file. » Le monde sembla ralentir. Le bourdonnement de l'aéroport s'estompa en un rugissement sourd dans ses oreilles. Embarquement refusé. Les mots étaient absurdes. La réunion Omnicorp était à 211 p.m. heure du Pacifique. Ce vol J715 était le dernier qui l'y mènerait avec du temps à revendre. Le manquer n'était pas une option. Ce serait un échec catastrophique, un signe de manque de professionnalisme comme New York ne pardonnerait jamais. L'accord et peut-être sa compagnie étaient en jeu. Il avait été profilé. Il le savait avec une certitude écœurante. Le costume cher, la posture confiante, sa propre présence en tant qu'homme noir réussi dans la file de première classe, tout cela s'était combiné dans l'esprit de Brenda pour créer une caricature qu'elle ne pouvait accepter. La tache de café n'était que le prétexte, le maigre crochet auquel elle pouvait accrocher son préjugé. Il ressentit une colère lasse familière, mais il la réprima. La panique était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. La logique et la raison étaient ses seules armes. « J'aimerais parler à votre superviseur, » dit David, sa voix froide et précise. Brenda sourit d'un sourire mince et triomphant. « Bien sûr, il vous dira la même chose. » Elle décrocha un téléphone. Jamais s'éclaircit la gorge, rompant le contact visuel avec David, et parla dedans. « Michael, j'ai une situation à la B-23, un passager belliqueux. Je refuse l'embarquement. » Le mot belliqueux fut un coup de poing dans l'estomac. Il n'avait été rien d'autre que poli. L'homme qui filmait inclina subtilement son téléphone pour obtenir une meilleure prise. David tint bon, une statue d'indignation au milieu du fleuve de passagers embarquants qui étaient maintenant redirigés autour de lui jetant des regards curieux et apitoyés. Il n'était plus le Dr. David Sterling PDG. Il n'était qu'une obstruction, un problème à gérer. Et pendant qu'il attendait, les minutes qui s'écoulaient lui semblaient des heures, chacune le tirant plus loin de San Francisco et plus près du désastre. Le superviseur, un homme à l'air harcelé nommé Michael, arriva 5 minutes plus tard. Il avait l'air épuisé d'un cadre intermédiaire éteignant perpétuellement des incendies,
et son costume en polyester bon marché était froissé. Il écouta le récit de Brenda avec une expression neutre et exercée, bien que David nota qu'il n'établit jamais de contact visuel direct avec lui. Et puis, il est devenu agressif. Michael Tunless Brenda était en train de dire, embellissant l'histoire avec chaque mot à élever sa voix, à insister, causant une perturbation pour les autres passagers. Je sens de l'alcool sur son haleine, et franchement, je ne pense pas que ce soit sûr pour l'équipage ou les autres passagers qu'il vole. Michael tourna finalement son regard vers David, ses yeux fatigués et déjà décidés. « Monsieur, je comprends que vous êtes contrarié. Je ne suis pas contrarié. » David interrompit sa voix dangereusement calme. « Je suis soumis à une accusation fausse et discriminatoire. Votre employé ment. J'ai été bousculé du café, a été renversé sur moi et elle a concocté tout ce récit. Je demande un test d'alcoolémie tout de suite. Prouvez-le. » Cela sembla momentanément déconcerter Michael. Un éthylotest était un outil concret, une chose de science et de données, et il n'avait pas sa place dans leur monde de jugement subjectif. Brenda ricana. « Nous n'avons pas d'éthylotest à la porte et nous n'en avons pas besoin. Le personnel des compagnies aériennes est formé pour prendre ses jugements basés sur les directives de la FAA. C'est mon droit en tant qu'agent de porte de refuser l'embarquement à quiconque je juge être un risque. » Elle le dit comme un mantra, un bouclier de politique d'entreprise derrière lequel elle pouvait se cacher. « Donc votre jugement annule les preuves empiriques ?» demanda David, son incrédulité grandissant. « C'est absurde. Regardez-moi. Ai-je l'air ivre, Tuzu? Je parle clairement. Je me tiens parfaitement immobile. Je suis en route pour une réunion qui vaut plus que tout cet avion. » La dernière partie s'échappa dans un éclair de frustration. Il le regretta instantanément en voyant le visage de Michael se durcir. Pour lui, ce n'était pas une déclaration de fait, c'était une vantardise et un défi arrogant à son autorité. « Monsieur, il n'y a pas besoin de menaces ou d'exagération. » Michael dit froidement. « Brenda est l'une de nos agents les plus expérimentés. Je dois faire confiance à son évaluation de la situation. Vous faisiez une scène. C'est elle qui a créé la scène. » David insista, se sentant comme dans un roman de Kafka. « Je suis la victime ici, d'abord de l'homme qui m'a bousculé et maintenant du préjudice de vos employés. » En arrière-plan, le dernier appel à l'embarquement pour le G715 résonna à travers le terminal. La porte de la passerelle était sur le point de se fermer. La panique froide et vive commença à piquer la composition de David. Parmi les derniers passagers à embarquer se trouvait un homme d'une 60aine d'années, aux traits vifs et à l'aura de pouvoir tranquille. Il portait un blazer simple mais exquisément taillé. C'était Robert Chen, le membre principal du conseil d'administration d'Omnicorp, l'homme même que David voulait rencontrer. Leurs équipes avaient arrangé pour qu'ils soignent sur le même vol, une coïncidence à utiliser pour une brève discussion informelle avant la réunion formelle. Robert fit une pause ses yeux, s'élargissant légèrement en voyant David bloqué dans une confrontation avec les agents de porte. Il commença à marcher. « David, y a-t-il un problème? » Avant que David ne puisse répondre, Brenda s'avança, bloquant physiquement le chemin de Robert. « Monsieur, nous terminons l'embarquement. Veuillez monter dans l'avion. »« Mais c'est le Doc Sterling, » dit Robert, son front plissé de confusion. « Nous avons une réunion à San Francisco. Il est avec moi. » C'était ça, pensa David, une bouée de sauvetage. Le témoignage d'un homme d'affaires âgé et respecté couperait sûrement à travers ce non-sens. Brenda, cependant, était impassible. Si quoi que ce soit, sa détermination se durcit. Il ne s'agissait plus seulement d'une menace perçue. Il s'agissait de son autorité mise en question. « Je suis désolé, monsieur, mais votre associé n'est pas en état de voler aujourd'hui. Veuillez monter dans l'avion maintenant, ou vous risquez de manquer votre vol aussi. » Robert Chen regarda du visage implacable de Brenda à l'expression de stupéfaction incrédule de David. C'était un homme qui comprenait les dynamiques de pouvoir, et il pouvait voir que c'était une bataille qu'il ne pouvait pas gagner ici, pas sans causer un incident plus grand qui retarderait tout le monde.
Il donna à David un regard qui était un mélange d'excuses et de perplexité. « Je t'appellerai quand nous atterrirons », murmura-t-il avant d'être conduit sur la passerelle par le jeune agent. La porte se referma avec un lourd bruit sourd final. Les moteurs de l'Airbus A321 commencèrent à gémir, se préparant au départ. C'était fini. L'avion partait et il n'était pas dedans. « Maintenant, dit Michael, son ton changeant maintenant que la pression du départ était partie. Nous pouvons vous réserver sur un vol ultérieur. Il y en a un à 4000 PM, un vol de 40 PM qui atterrit à 70 PM, heure du Pacifique, 5 heures après que ma réunion était censée commencer. » David dit les mots avec un goût de cendre. « Ce n'est pas une solution, c'est une insulte. C'est le mieux que nous puissions faire, dit Michael avec un haussement d'épaule, le geste universel de l'impuissance bureaucratique. Soit ça, soit un remboursement complet. » David regarda Brenda, qui rangeait maintenant avec élégance des papiers à son pupitre, refusant de le regarder, l'image de la victoire suffisante. Il regarda Michael, l'incarnation de l'indifférence corporative. Il avait joué selon leurs règles. Il était resté calme. Il avait essayé de raisonner et il avait heurté un mur solide et inflexible de préjugés, musique et de politique, chacun renforçant l'autre. Le système n'était pas conçu pour trouver la vérité. Il était conçu pour se protéger. Un profond sentiment de fureur froide le submergea, mais c'était une fureur contrôlée. La partie de son cerveau qui résolvait des problèmes biochimiques complexes et naviguait des prises de contrôle d'entreprises impitoyables prit le dessus. Le jeu avec Global Airways était terminé. Il avait perdu. Il était temps de changer le jeu entièrement. Il tourna le dos aux deux agents sans un autre mot. Le silence était plus accablant que n'importe quelle insulte qu'il aurait pu lancer. Il s'éloigna de la porte, passant devant les escaliers curieux d'autres voyageurs. Il sortit son téléphone, ses doigts déjà en mouvement. Il ne faisait pas défiler d'autres vols. Il n'appelait pas ses avocats, pas encore. Il appelait son assistante exécutive, Chloé. Elle répondit à la première sonnerie. « Dr. Sterling, êtes-vous à bord? Je suivais juste le vol. »« Non, Chloé, on m'a refusé l'embarquement, » dit-il, sa voix dure comme du diamant. « Quoi, sur quel motif? »« Sans importance pour l'instant, » dit David, son pas, s'accélérant alors qu'il se dirigeait vers la sortie. « Ce qui est important, c'est que j'ai encore besoin d'être à San Francisco pour 14 heures. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi et il faut que ça arrive vite. Procure-moi un jet. » Il y eut une pause d'une demi-seconde à l'autre bout de la ligne. Un jet privé, monsieur. »« Oui, Chloé, un jet privé. » David dit une nouvelle énergie dangereuse le traversant. « Mettez-vous au téléphone avec les roues levées de NetJet. Quiconque a un avion disponible à Teterboro en ce moment, je veux un Gulfstream, un Challenger. Tout ce qui peut me mener à SFO le plus vite, dites-leur que l'argent n'est pas un problème. Je serai là dans 30 minutes. » Il n'était plus une victime mendiant une place. Il était un PDG donnant un ordre. Global Airways avait essayé de le clouer au sol. Il était sur le point de leur montrer à quel point il pouvait voler haut. Le trajet de JFK à l'aéroport de Teterboro au New Jersey fut un flou de mouvement et d'efficacité furieuse. L'esprit de David, une machine finement réglée, avait déjà basculé de l'humiliation à la porte à la pure résolution de problèmes logistiques. Pendant que le chauffeur Uber naviguait sur l'autoroute Van Wyck congestionnée, David était en conférence téléphonique à 3 avec son assistante Chloé et le directeur des opérations de sa compagnie. « L'accord Omnicorp est primordial », David déclara sa voix, un bourdonnement bas et urgent. « Informez leur VP senior que j'ai été inévitablement retenu par un problème de logistique aérienne, mais je serai à la réunion comme prévu. Ne donnez pas de détails. Projetez juste une confiance absolue. »« Compris, » répondit le directeur des opérations. « Qu'en est-il de Robert Chen? Il est sur le vol. Il sait ce qui s'est passé. Ou du moins, il en a vu une partie. Quand il atterrira, il sera soit un allié, soit un sceptique. Notre performance à cette réunion décidera lequel. » David raisonna. « Chloé,
Quel est le statut du jet? Wheels Up est un Cessna Citation X disponible au terminal Signature Flight Support à Tetro. La voix de Chloé était une présence nette et rassurante. C'est l'un des jets privés les plus rapides du marché. Il dépose le plan de vol maintenant. Les pilotes sont en attente. Atterrissage à l'aéroport de San Carlos, qui est plus proche du siège d'Omnicorps que SFO, dans environ 4 heures et 50 minutes après le décollage. J'ai déjà transmis les détails de votre passeport et payé les frais d'affrètement depuis le compte exécutif. Excellent. Fais qu'une voiture m'attende à San Carlos. Et Chloé, trouve-moi. Trouve le nom de l'agent de porte à la porte B23 de JFK pour le vol Global Airways 715. Déjà dessus, monsieur, répondit-elle. Au moment où la voiture de David s'arrêta au terminal d'aviation privée, le monde s'était transformé. Disparu étaient des files d'attente sinueuses, les annonces retentissantes, les sols collants et la tension palpable du voyage commercial. Ici, l'air était calme. Un concierge le salua par son nom à la porte, prenant sa mallette. Le terminal, connu sous le nom de FBO, opérateur de base fixe, ressemblait plus au hall d'un hôtel 5 étoiles. Salles en marbre poli, fauteuils en cuir moelleux et rafraîchissements gratuits disposés sur une table en acajou. « Dr. Sterling, votre appareil est prêt pour vous quand vous l'êtes, » dit le concierge avec un sourire poli. Les pilotes terminent leur vérification finale. À travers les fenêtres du sol au plafond, David le vit. Le Citation X était assis élégant et en équilibre sur le tarmac, ses 2 moteurs brillants sous le soleil du matin. C'était une flèche d'argent, un symbole non pas de luxe, mais de pouvoir. Le pouvoir de contourner les murs bureaucratiques qui avaient été dressés devant lui. Le pouvoir de récupérer son temps, sa dignité et sa destinée. Le coût était astronomique. Des dizaines de milliers de dollars pour un vol aller simple. Pour certains, ce serait une extravagance impensable. Pour David, c'était une dépense d'affaires nécessaire, un investissement pour sauver une opportunité d'1 milliard de dollars. Il sortit sur le tarmac, l'odeur de kérosène nette et propre dans l'air. Les 2 pilotes, un homme et une femme en uniforme impeccable, le saluèrent au bas des escaliers. Il n'y avait pas de fil, pas de contrôle de sécurité où il devait enlever ses chaussures, pas d'agent de porte questionnant sa sobriété. Il n'y avait qu'un respectueux. « Bienvenue à bord, Dr. Sterling. » Il entra à l'intérieur. La cabine était un cocon de cuir crème et de bois poli. Il y avait des sièges pour 8, mais aujourd'hui il était le seul passager. Il s'installa dans une chaise large et confortable, la chemise tachée de café, se sentant soudain ridicule dans ce cadre opulent. Il enleva sa veste de costume, desserra sa cravate et accepta une bouteille d'eau pétillante du copilote. Dans les 10 minutes suivant son arrivée à Teterboro, la porte de la cabine fut scellée, le moteur monta en puissance avec un puissant rugissement, et le jet roulait vers la piste. Il sentit une poussée d'accélération qui le pressa contre son siège, bien plus forte que n'importe quel avion de ligne commerciale. Ils étaient en l'air, grimpant abruptement dans le ciel, laissant derrière eux le chaos tentaculaire de New York. Alors que le jet se stabilisait à 40 000 pieds, bien au-dessus des trajectoires de vol commercial, David s'accorda enfin un moment pour respirer. La fureur était toujours là, un charbon ardent dans sa poitrine, mais elle était canalisée en une concentration pure et inaltérée. Il ouvrit sa mallette. Le Wi-Fi était rapide et fiable. Il connecta son ordinateur portable et afficha sa présentation. Il n'allait pas seulement assister à cette réunion. Il allait la dominer. Il serait si préparé, si impeccable que l'incident du matin deviendrait une simple note de bas de page, une anecdote bizarre de voyage d'affaires. Il passa les 4 heures suivantes à affiner sa présentation, prenant des modèles financiers et répétant ses points de discussion. Il était alimenté par l'adrénaline et une juste indignation qui aiguisait son intellect au fil du rasoir. Pendant ce temps, 10 000 pieds en dessous de lui, le vol Global Airways 715 rencontrait ses propres problèmes. S'éclaircit la gorge.
À bord du G715, Robert Chen était assis au siège 2A, sirotant un club soda et un sentiment croissant de malaise. La scène à la porte avait été profondément troublante. Il connaissait David Sterling de réputation depuis des années, un innovateur brillant et sans fioriture. L'idée qu'il soit ivre ou belliqueux était risible. Ce qu'il avait vu semblait faux. C'était un abus de pouvoir silencieux et laid, et cela lui avait laissé un goût amer dans la bouche. C'était un homme d'affaires astucieux qui se vantait de lire les gens, et l'agent de porte, Brenda, lui avait semblé être une femme qui jouissait beaucoup trop de son autorité. Il jeta un coup d'œil autour de la cabine de première classe. Les autres passagers s'installaient, mais il y avait un brouhaha de conversation. L'homme qui avait filmé à la porte était 2 rangées derrière lui et il montrait la vidéo à son voisin de siège, leurs têtes penchées ensemble en conspiration murmurée. L'histoire prenait déjà racine. 1 heure après le début du vol, la voix du capitaine se fit entendre par l'interphone, crépitant d'une gaieté forcée. « Mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle. Nous rencontrons des vents contraires inattendus qui vont nous ralentir un peu. En plus de cela, le contrôle du trafic aérien signale une certaine congestion au-dessus des Rocheuses. Donc, ils nous mettent sur une trajectoire de vol légèrement modifiée, plus longue. Nous estimons maintenant notre arrivée à SFO à environ 45 minutes de retard. Nous nous excusons pour le désagrément. » Un gémissement collectif parcourut la cabine. Pour Robert Chen, un retard de 45 minutes était plus qu'un désagrément. Cela repoussa leur heure d'arrivée dangereusement près de la réunion de 20 heures. Ils devraient aller directement de l'aéroport au siège d'Omnicorp à San Mateo. Ils n'y auraient pas le temps de se rafraîchir, pas le temps pour un appel pré-réunion avec sa propre équipe. C'était négligé et il détestait le négliger. Ses pensées retournèrent à David. S'il n'était pas sur ce vol, comment pourrait-il éventuellement assister à la réunion? Il ressentit une pointe de déception. Il avait été un champion pour l'accord Aura-Genin au sein d'Omnicorp, impressionné par la vision et la technologie de David. Mais un échec à se présenter à une réunion essentielle, quelle qu'en soit la raison, serait une tache noire. Cela signalerait une incapacité à surmonter les obstacles, un trait pour lequel il n'avait aucune patience. Ses alliés au Conseil l'utiliseraient comme munition pour couler l'accord. 2 heures plus tard, les choses empirèrent. Le signal de la ceinture de sécurité s'alluma et l'avion commença une série de virages doux mais perceptibles. Le capitaine revint en ligne, sa voix maintenant dépouillée de son amabilité antérieure. « Encore des excuses, mesdames et messieurs. Nous avons été alertés d'un problème de maintenance mineure avec l'un des capteurs de volets hydrauliques. Ce n'est pas un problème de sécurité de vol, mais selon nos protocoles, nous sommes tenus de nous dérouter vers l'aéroport le plus proche et le plus approprié pour une vérification technique. Nous atterrirons à Salt Lake City International dans environ 20 minutes. » La cabine éclata en un chœur de soupirs frustrés et de marmonnements de colère. Un déroutement. Maintenant, il serait en retard de plusieurs heures. La réunion de 14 heures était pour Robert Chen officiellement impossible. Il se pencha en arrière dans son siège et ferma les yeux. L'accord Origin était mort. Quel gâchis! La compagnie aérienne n'avait pas seulement refusé injustement l'embarquement à son meilleur client, mais elle avait aussi échoué à livrer le reste d'entre eux à leur destination à temps. L'ironie était amère. Au-dessus de la météo et du trafic aérien, le vol de David Sterling était une étude d'efficacité sereine. Il n'y avait pas de vent contraire préoccupant, pas de déroutement. Le Cetacean X fendait l'air froid et mince de la stratosphère comme un scalpel. Il avait terminé son travail, mangé un léger déjeuner traiteur de thon et poêlé et de salade de quinoa, et avait même réussi une sieste éclair de 20 minutes. Le copilote entra dans la cabine. « Dr. Sterling, nous commençons notre descente vers la région de la baie. Nous devrions être au sol à San Carlos dans environ 25 minutes. La voiture que vous avez demandée est confirmée et nous attendra sur le tarmac. »« Merci, dit David.
musique rassemblant ses papiers. Il se sentait reposé, vif et plus préparé qu'il ne l'avait jamais été. Il regarda par la fenêtre la mosaïque du paysage californien se dérouler en dessous. Il avait transformé un moment de profond manque de respect en une opportunité. Il n'avait pas musique juste sauver son emploi du temps, il l'avait amélioré. Il atterrit à l'aéroport de San Carlos à 13h15 du Pacifique. Une élégante Tesla Model S noire attendait à quelques mètres de l'avion. Sa maillette fut transférée. Il serra la main des pilotes et dans les 2 minutes suivant leur atterrissage, il était sur l'autoroute 101, se dirigeant vers le nord. Le campus d'Omnicorp était à seulement 10 minutes en voiture. Il arriva à 13h35, 25 minutes complètes en avance. Il utilisa le temps dans le hall immaculé au sol de marbre pour visiter les toilettes des hommes, se laver le visage et mettre la chemise de rechange qu'il gardait toujours emballée dans sa mallette. Quand il en sortit, la tache de café avait disparu. Il avait l'air calme, posé et totalement en contrôle. La réceptionniste le salua chaleureusement et il fut conduit à un salon d'attente privé. À 13h55, la VP senior qu'il devait rencontrer, une femme nommée Catherine Hayes, vint le saluer. « David, ravi de vous voir. J'ai entendu dire que vous aviez eu des problèmes de voyage. » David sourit d'un sourire calme et confiant. « Rien que je ne pouvais gérer. » « Allons-y. » Ils marchèrent vers la principale salle de conférence. Pendant qu'ils le faisaient, le téléphone de David vibra. C'était un message de Chloé. Global Airways Système 15 dérouté vers Salt Lake City, actuellement au sol. Heure d'arrivée estimée à SFO est 17h30. David s'accorda un petit sourire privé. Ce n'était pas juste qu'il avait gagné la course. L'autre équipe n'avait même pas terminé le premier tour. Il rangea son téléphone et entra dans la salle de conférence, prêt à réclamer son prix. La salle de conférence d'Omnicorp était au dernier étage, une chambre au mur de verre avec une vue panoramique sur la baie de San Francisco. L'atmosphère était formelle, les enjeux immenses. Catherine Hayes et 2 autres cadres d'Omnicorp étaient présents. La chaise à la tête de la table réservée à Robert Chen était ostensiblement vide. Nous espérions que Robert serait ici, commença Catherine avec une pointe d'inquiétude dans sa voix. Il était sur un vol qui semble avoir été significativement retardé. Oui, j'en suis conscient, dit David calmement, prenant sa place. Mais les affaires n'attendent pas le contrôle du trafic aérien. Je sais que votre temps est précieux, donc avec votre permission, je suis prêt à commencer. Je serai heureux d'informer personnellement M. Chen sur ce qu'il a manqué quand il arrivera. Les cadres furent visiblement impressionnés par sa proactivité. Il n'avait pas utilisé l'absence des parties prenantes clés comme excuse pour reporter. Il avait saisi l'initiative. Pendant l'heure et demie suivante, David donna une leçon magistrale. Il ne présenta pas seulement des données. Il wou un récit convaincant d'innovation, de potentiel de marché et d'impact humain. Il connaissait chaque chiffre, anticipait chaque question et répondait avec un mélange de profondes connaissances techniques et de passion palpable. Il ne vendait pas un produit. Il les invitait à être partenaires pour changer le monde. Alors qu'il achevait ses derniers points sur la synergie de revenus projetés sur 5 ans, il vit du mouvement à l'extérieur des murs de verre de la salle de conférence. Un grand groupe de voyageurs fatigués et échevelés était conduit à travers le hall. Musique. C'étaient les passagers d'un bus affrété arrangé à la hâte par Global Airways pour transporter les gens de SFO vers les campus d'entreprises de la Silicon Valley après que leur vol de Salt Lake City ait finalement atterri. Et parmi eux se trouvait Robert Chen. Il était descendu du bus épuisé et frustré et était salué par un membre du personnel Omnipi quand ses yeux dérivèrent vers la salle de conférence exécutive. Il s'arrêta net. À travers le verre, il le vit, David Sterling, debout à la tête de la table de conférence, non pas dans une chemise tachée de café, mais dans une chemise nette et propre. Il n'était pas agité ou en retard. Il était là, aux commandes, pointant une diapositive sur l'écran massif. Il avait l'air de posséder la pièce.
L'épuisement de Robert Chen fut remplacé par un lent et naissant sentiment de respect. Il regarda Catherine Hayes et les autres cadres hocher la tête en signe d'accord, leur visage illuminé d'enthousiasme. Il vit Catherine rire à une remarque de David, puis se lever et lui tendre la main. Il ne pouvait pas entendre les mots, mais il savait exactement ce qui se passait. David Sterling n'avait pas seulement d'assister à la réunion. Il était arrivé des heures auparavant et était en train de conclure l'accord sans même qu'il soit là. Plusieurs autres passagers du GA-715, y compris l'homme qui avait filmé l'incident à la porte, virent aussi la scène. Une vague de murmures ondula à travers le groupe. Est-ce que c'est le gars qu'ils ont expulsé du vol? Comment diable est-il arrivé ici? L'homme avec le téléphone le leva presque instinctivement et prit une photo, un cliché parfait à travers le verre de David Sterling, serrant la main des cadres d'Omnicorp. Une image triomphante de succès sur fond de leur propre cauchemar de voyage. David conclut la réunion, serra des mains tout autour et rangea sa maillette. L'accord n'était pas signé, mais les engagements verbaux étaient inébranlables. Il avait gagné. Alors qu'il sortait de la salle de conférence, il se retrouva face à face avec Robert Chen. Robert le regarda, un lent sourire se répandant sur son visage. Il secoua simplement la tête en admiration. « David, dit-il, sa voix pleine de respect, tu dois me dire comment tu as fait ça. »« J'ai trouvé une compagnie aérienne plus fiable, » répondit David avec un léger sourire. Ce soir-là, dans sa suite aux Four Seasons, David Sterling s'assit enfin et composa un message. Il ne s'est pas emporté ou mis en colère. Il était précis et factuel. Il ouvrit son ordinateur portable, se connecta à X, anciennement Twitter, et écrivit un message. Il n'attacha aucune photo, aucune vidéo, juste des mots. Était prévu de voler Elsa Global Airways GA715 de JFK à SFO pour une réunion critique. L'agent de port Brenda Jenkins à B-23 a refusé l'embarquement, m'accusant d'être ivre et belliqueux après qu'un étranger ait renversé du café sur moi. J'ai manqué mon vol. Heureusement, War Wheels Up fournit un service plus professionnel et m'a amené à ma réunion à l'heure. Les affaires consistent à résoudre des problèmes, pas à en créer. Voler en étant noir, service client tiré. Il frappa, s'éclaircit la gorge, publié. Le message était un caillou numérique et il venait de le laisser tomber dans le vaste océan d'Internet. Il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de déclencher un tsunami. Le message fut mis en ligne à 7 non-heures du Pacifique. Pendant la première heure, ce fut calme, gagnant quelques likes et retweets de la modeste suite de David de professionnels de l'industrie biotechnologique. Puis quelqu'un avec une coche bleue, un journaliste tech bien connu le vit et le retweeta avec le commentaire « C'est le Dr. David Sterling, PDG d'Oren, l'un des esprits les plus respectés en biotechnologie. Et nos voies aériennes mondiales, vous avez un problème majeur. C'est là que le barrage a cédé. » L'homme qui avait filmé l'incident à la porte vit le message devenir tendance. Il répondit directement au retweet du journaliste. « J'étais là. J'ai tout vu. » L'homme était un parfait gentleman. L'agent était en délire de pouvoir. « J'ai une vidéo. » Il a mis en ligne le clip de 2 minutes. La vidéo était accablante. Elle montrait David calme et composé, demandant un superviseur, tandis que la voix de Brenda pouvait être entendue forte et accusatrice. Elle a capturé son renvoi de Robert Chen. C'était un enregistrement clair et impartial de l'événement, et il corroborait complètement le récit de David. Le matin venu, l'histoire était partout. Brenda, l'agent de port et comment voler les cieux préjugés, étaient en tendance mondiale. Les principaux médias, CNN, le New York Times, le Wall Street Journal, ont repris l'histoire. C'était la tempête virale parfaite, un cas clair de préjugés raciaux, un récit de David contre Goliath et le meilleur sous-intrigue de vengeance ultime du jet privé. La photo prise à travers la fenêtre de la salle de conférence est devenue l'image iconique de l'histoire, éclaboussée sur les sites d'information et les émissions matinales. Global Airways fut englouti dans une tempête de relations publiques.
Leurs canaux de médias sociaux furent inondés d'indignation. Leur cours boursier vacilla, chutant de plusieurs points lors des échanges avant l'ouverture du marché. Le siège social entra en mode crise totale. La première réponse officielle fut un désastre générique. Global Airways est engagé envers la diversité et l'inclusion. Nous enquêtons sur l'incident. Le public s'en moqua sans pitié. La pression monta à l'intérieur de l'entreprise. L'enquête fut rapide et brutale. Ils récupérèrent les images de sécurité de la porte qui avait l'audio. Ils interrogèrent Michael, le superviseur, qui, craignant pour son propre emploi, jeta complètement Brenda sous le bus. Ils virent des commentaires publics de Robert Chen, membre du conseil d'Omnicorp, et un voyageur de statut élite très apprécié qui avait publiquement confirmé la version des événements de David. Pour Brenda Jenkins, son monde s'effondra en moins de 24 heures. Elle arriva pour son quart de matin pour se retrouver interceptée par 2 cadres des RH au visage sévère et le chef des opérations de l'aéroport JFK. Elle fut conduite dans une pièce sans fenêtre. Ils ne demandèrent pas sa version de l'histoire. Ils ne la, musique, voulaient pas. Elle était une responsabilité, un cauchemar de relations publiques fait cher. Brenda, nous mettons fin à votre emploi chez Global Airways avec effet immédiat. Le directeur des RH dit sa voix dépourvue de toute émotion. Brenda fut stupéfaite. Mais, je suivais la procédure. Il était agressif. Il sentait l'alcool. Les images vidéo, à la fois de la sécurité de l'aéroport et d'un passager, montrent que vous étiez l'agresseur. Brenda, le directeur, dit froidement. Et de multiples témoins, y compris le passager lui-même, déclarent que c'était du café. Vous avez fait une mauvaise décision qui a entraîné des dommages catastrophiques à l'image de marque de cette compagnie aérienne. Une mauvaise décision? Je suis ici depuis 30 ans, protesta-t-elle sa voix, se fêlant. J'ai un dossier parfait. Votre dossier n'est plus pertinent. Veuillez récupérer vos effets personnels de votre casier. La sécurité vous escortera hors des lieux. Elle fut virée juste comme ça. 30 ans de service à gérer des passagers indisciplinés et à naviguer des corps de travail ingrats pendant les fêtes effacées en un instant. Alors qu'elle était escortée hors du terminal, une paria dans l'endroit qu'elle avait autrefois régi, elle vit son propre visage sur l'un des écrans d'information des terminaux. Elle était la méchante dans une histoire d'actualité mondiale. Les semaines qui suivirent furent une descente dans un enfer privé. Son nom et son visage étaient partout. Elle fut doxée en ligne. Elle reçut des menaces. Les amis cessèrent d'appeler. Les voisins traversaient la rue pour l'éviter. Elle essaya de trouver un autre emploi dans l'industrie aérienne, mais elle était radioactive. Personne ne la toucherait. Le nom de Brenda Jenkins était maintenant synonyme de racisme corporatif. Elle sombra dans un ressentiment amer. Dans son esprit, elle était la victime. Elle avait fait son travail. Dr. Sterling, avec son costume chic et son jet privé, était un symbole d'un monde d'élite qu'elle méprisait. Il avait utilisé son pouvoir et sa richesse pour la ruiner, une simple femme de la classe ouvrière. Elle n'a jamais considéré que l'acte initial de préjudice, la petite graine laide de sa propre fabrication, était la véritable racine de sa chute. Elle avait détenu une infime quantité de pouvoir à cette porte, et elle l'avait utilisé pour humilier un homme qu'elle estimait ne pas appartenir. Mais maintenant, les conséquences de cet acte l'avaient dépouillée de tout. 3 est à la fois une éternité et un clin d'œil. En ce temps, les trajectoires de David Sterling et Brenda Jenkins, mises en mouvement par une confrontation de 10 minutes à une porte d'aéroport, avaient divergé si dramatiquement qu'elles auraient aussi bien pu vivre dans des univers différents. Pour David Sterling, l'univers était un d'expansion constante. Le partenariat Omnicorp avait été le pas de tir. Origin Innovations, autrefois un concurrent prometteur, était maintenant le titan incontesté de l'industrie biotechnologique. Une histoire de couverture dans le magazine Forbes présentait une photo de lui dans l'un de ses manches de laboratoire retroussé avec le titre « L'homme qui guérit les gènes, comment David Sterling ait transformé un cauchemar de voyage en un triomphe d'1 milliard de dollars ».
L'article a brièvement raconté l'incident de Global Airways, le présentant non pas comme une histoire de discrimination, mais comme un témoignage de sa résilience et de son génie à résoudre les problèmes. Sa légende avait grandi au-delà de son contrôle, polie en une parabole pour le monde des affaires modernes. Mais l'événement avait laissé une marque plus profonde, plus privée sur lui. L'impuissance brute qu'il avait ressentie, la piqûre d'être jugé et rejeté sur la base d'un stéréotype, avait solidifié une résolution tranquille en lui. Il a versé une portion significative de sa richesse nouvellement acquise et des profits de sa compagnie dans l'établissement de la Fondation Sterling. Sa mission était simple et directe d'agir comme un pont sur l'abîme financier qui séparait la technologie médicale salvatrice des personnes qui en avaient désespérément besoin. La Fondation devint sa passion, une manière de manier son immense pouvoir, non pas pour la vengeance, mais pour la restauration. Pour Brenda Jenkins, l'univers était un de contraction constante. Après avoir été viré, son monde avait rétréci avec une vitesse terrifiante. La honte publique l'avait rendu inemployable dans tout domaine où un badge nominatif était requis. Ses 30 ans d'expérience dans l'aviation ne valaient rien. Les amis du travail, ceux avec qui elle avait partagé les potins de la salle de pause et les horaires de vacances, avaient disparu. Ses économies s'évaporèrent en un an, consommées par les paiements hypothécaires et le coût de la vie rongeant. La banque saisit sa modeste maison dans le Queens, celle qu'elle avait passé 2 décennies à faire un foyer. Humiliée et vaincue, elle emménagea avec sa fille Sarah, une mère célibataire qui travaillait comme réceptionniste dans une clinique dentaire. Elles se serrèrent dans un appartement exigu de 2 chambres dans un immeuble délabré. Le son constant des sirènes remplaçant le bourdonnement suburbain tranquille auquel elle était habituée. Le nouveau travail de Brenda était caissière dans un supermarché discount caverneux. C'était un monde de lumière fluorescente qui bourdonnait et vacillait, le bip incessant de son scanner et l'odeur d'eau de Javel et de melon trop mûr. Elle se tenait debout 8 heures par jour, ses pieds et son dos, lui faisant mal ses interactions réduites à un script monotone. Avez-vous tout trouvé bien? Papier ou plastique? Celle qui avait autrefois détenu le pouvoir de décider du destin de voyage d'une personne était maintenant invisible. Un engrenage dans une machine, son visage un masque d'indifférence lasse. L'amertume était un cancer dans son âme. Elle voyait parfois le visage de David Sterling sur un magazine à son propre comptoir de caisse, et une rage acide et chaude brûlait dans sa poitrine. Il était un symbole de tout ce qu'elle avait perdu. L'architecte de sa ruine, le centre de son monde rétréci, la seule source de joie intacte était sa petite fille, Lily. À 6 ans, Lily était un tourbillon d'énergie vive, tout sourire édenté et genoux écorchés. Elle était la raison pour laquelle Brenda se traînait hors du lit chaque matin. Le cauchemar commença subtilement. Un tremblement dans la main de Lily alors qu'elle essayait de colorier un trébuchement soudain dans le couloir qui fut attribué à la maladresse. Puis vinrent les maux de tête et une terreur nocturne qui culmina en une crise d'épilepsie terrifiante de tout le corps. Les mois qui suivirent furent un flou de couloirs stériles, de jargon médical déroutant et de la terreur angoissante de l'inconnu. Elles furent renvoyées de pédiatre en neurologue, soumises à une batterie de tests, IRM, EEG, ponction lombaire, chacun revenant non concluant, chacun approfondissant les ombres de la peur autour de leur famille. Finalement, elles atterrirent dans le bureau du Dr. Matthews, un neurologue pédiatrique de premier plan à New York Presbyterian. C'était un homme gentil aux yeux tristes, et il les fit asseoir dans une pièce remplie d'un silence qui semblait plus lourd que le son. Il étala les dossiers de Lily sur son bureau, prit une profonde inspiration et porta le coup. Le séquençage génétique l'a confirmé, dit-il sa voix douce. Lee a le syndrome de Stafer. Le nom ne signifiait rien pour elle, mais le ton du médecin leur dit tout. Il expliqua que c'était un trouble neurodégénératif extrêmement rare et agressif. Il priverait progressivement Lily de ses capacités motrices, de sa fonction cognitive, de son être même.
Le pronostic était brutal et univoque. Il n'y avait pas de remède. Sarah s'effondra dans une crise de sanglots silencieux déchirants, son corps tremblant. Brenda resta figée, une statue de glace, les mots du médecin résonnant dans la vaste caverne vide de son choc. C'était une condamnation à mort, Digger Matthews continua en se penchant en avant. Une dernière chose. Ce n'est pas une cure techniquement, mais une nouvelle thérapie génique. Elle vient de terminer ses essais cliniques de phase 3 et les résultats, franchement, ils sont miraculeux. Elle utilise un virus modifié pour délivrer une copie correcte du gène défectueux directement dans les cellules du patient. Elle semble arrêter complètement la progression de la maladie. Un seul mot désespéré s'échappa des lèvres de Sarah. Comment? C'est un traitement appelé AG441, dit le médecin, baissant les yeux vers ses notes. Il est fabriqué par une compagnie appelée Ergen Innovations. Le nom frappa Brenda avec la force d'une agression physique. Cela aspira l'air de ses poumons. Et pendant un instant, la pièce s'inclina. Ergen, le nom des magazines, la source de sa fortune, la compagnie construite sur le succès de l'accord pour lequel il volait, quand elle l'avait chassé de sa porte. La cruauté cosmique de cela était si profonde, si absolue, qu'elle en rit presque. Bien sûr, de toutes les compagnies du monde entier, il fallait que ce soit la sienne. La lueur d'espoir fut presque immédiatement éteinte par la suite de l'explication du médecin. Le traitement impliquait une infusion unique, une procédure complexe et délicate. Le coût était bien plus d'1 million de dollars. Leur assurance, bien sûr, la considéra expérimentale et refusa de la couvrir. Le désespoir qui suivit fut un brouillard épais et suffocant. Sarah passa ses nuits sur le canapé usé de l'appartement, baignée dans la lueur bleue d'un écran d'ordinateur portable, parcourant frénétiquement les forums médicaux, les groupes de défense des patients et les sites web de charité, à la poursuite de tout murmure d'aide financière. Brenda la regardait, son propre cœur, un poids mort dans sa poitrine, convaincue que c'était sans espoir. Puis, une nuit, près de minuit, Sarah laissa échapper un halètement aigu. « Maman » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Maman, regarde » Brenda se traîna. Sur l'écran se trouvait un site web élégant et professionnel. En haut, un logo simple et élégant, la Fondation Sterling. La déclaration de mission était juste sur la page d'accueil, fondée sur le principe qu'aucune personne ne devrait se voir refuser une chance de vivre en raison du coût de l'innovation. La Fondation Sterling fournit des subventions financières complètes pour les patients cherchant accès aux thérapies géniques avancées d'Eragon. Brenda fixa l'écran, la photo professionnelle souriante de David Sterling sur la page de message du fondateur. C'était un piège. Une humiliation exquise finale conçue par l'univers juste pour elle. Nous devons postuler, dit Sarah, des larmes d'espoir coulant sur son visage. C'est ça. C'est notre chance. Non. Brenda dit le mot d'un croissement brut. Sa fierté, le dernier vestige en lambeaux de son ancien moi s'enflamma. Absolument pas. Je ne le ferai pas. Je préférerais mourir que d'aller mendier à cet homme. Ce n'est pas à propos de vous. Sarah répliqua sa désespérance, se transformant en colère. Elle se leva son petit corps, rayonnant une féroce puissance maternelle. Il ne s'agit pas de votre fierté ou de votre passé ou de ce qui s'est passé entre vous deux. Il s'agit de Lily. Elle est en train de mourir, maman. Regardez-la. Elle pointa la petite chambre où Lily dormait, sa respiration superficielle. Allez-vous vraiment la laisser mourir parce que vous êtes trop fier pour demander de l'aide à la seule personne sur Terre qui peut la donner? La question resta en suspens dans l'air, brutale et sans réponse. Brenda regarda du visage furieux et strié de larmes de sa fille à la porte de la chambre derrière laquelle sa petite fille s'éteignait. La lutte la quitta remplacée par une honte froide et creusante. Sarah avait raison. Il ne s'agissait plus d'elle. Une semaine plus tard, elles reçurent un email. Leur candidature avait été accélérée. On leur accorda un examen de dossier en personne.
Brenda mit ses meilleurs vêtements, un chemisier délavé et un manteau en polyester usé, et prit le métro en centre-ville avec sa fille. Elles s'assirent dans la salle d'attente silencieuse et opulente de la fondation, un endroit qui sentait l'argent et le succès. Brenda se sentit comme une impostrice, une mendiante aux portes du palais. La voix de l'assistante était polie alors qu'elle les appelait. Le conseil d'examen va vous voir maintenant. Le cœur de Brenda martela contre ses côtes. Ses mains étaient froides et glissantes de sueur. Elle marcha derrière Sarah le long d'un couloir moquetté vers une lourde porte en chêne. Elles entrèrent à l'intérieur. C'était une salle de conférence dominée par une longue table polie. 2 personnes, un homme et une femme en tenue professionnelle, étaient assises d'un côté. Au centre, à la tête de la table, était assis le Dr. David Sterling. Il leva les yeux du dossier épais devant lui. Le dossier avec une photo scolaire souriante de sa petite fille attachée à la couverture. Ses yeux calmes et concentrés rencontrèrent ceux de Brenda. Pendant une brève seconde, il ne vit rien de plus qu'une femme nerveuse et désespérée. Puis ses yeux se plissèrent légèrement. Un scintillement de quelque chose de profond dans sa mémoire s'agita. Musique. C'était un homme qui n'oubliait jamais un visage, surtout un qui était lié à un moment de profonde signification. Il la regarda vraiment. La forme familière d'une mâchoire, les lignes sévères autour de sa bouche maintenant gravées plus profondément par l'adversité, et en l'espace d'un battement de cœur, il sut. La porte, l'accusation. Brenda Jenkins. Le masque professionnel tomba de son visage, remplacé par une expression de reconnaissance absolue et stupéfaite. L'air dans la pièce devint chargé, épais du poids inexprimé de leur passé partagé. La femme qui avait essayé de ruiner son futur était maintenant assise devant lui. La vie de sa petite fille reposant entièrement dans ses mains. Cette histoire n'était pas juste à propos d'un jet privé ou d'un vol manqué. Il s'agissait de la nature silencieuse et insidieuse des préjugés et des profondes répercussions d'une seule action irréfléchie. Le voyage de David Sterling n'était pas un de simple vengeance, mais de récupérer sa dignité et de refuser d'être défini par le sectarisme de quelqu'un d'autre. Le karma ultime pour Brenda n'était pas de perdre son emploi ou sa réputation. C'était d'être forcée de confronter l'humanité de l'homme qu'elle avait déshumanisé et de dépendre de sa grâce pour la vie de quelqu'un qu'elle aimait. C'est un puissant rappel que nos choix, grands et petits, créent le monde dans lequel nous vivons. Et le vrai caractère est révélé non pas dans la façon dont nous traitons nos amis, mais comment nous répondons à nos ennemis. Si cette histoire a résonné avec vous, et que vous croyez au pouvoir de la dignité et de la persévérance, veuillez cliquer sur ce bouton. J'aime partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et vous abonner à notre chaîne pour plus de vraies histoires qui comptent. Et faites-nous savoir dans les commentaires qu'auriez-vous fait à la place du Dr.